Merci et bonsoir à tous. J'interviens ce soir comme bénévole de la FNA-TCA, puisque je suis entré au CA il y a 2 ans maintenant. J'ai un investissement associatif ancien sur la Normandie dans le cadre de notre association Nourrir la Vie. Par ailleurs, en dehors de l'associatif, je fais de la médecine, puisque je suis médecin au CHU de Rouen et donc j'ai développé une équipe assez engagé dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire sous différents aspects et aussi dans le domaine de la recherche. Voilà, je me suis proposé donc pour vous proposer quelques pistes de réflexion, quelques actualités sur les connaissances et puis essayer de répondre à vos questions-réponses. Alors, je mets en plein écran, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, normalement c'est bon. Euh, alors, dans la perspective de cette conférence débat, Mathilde a recueilli un certain nombre de vos attentes qui m'ont permis voilà, d'orienter un petit peu mon topo. Alors, notamment, il y a des attentes un peu transversales, je dirais, qui concernent tous les TCA, quels qu'ils soient, mieux comprendre, quelle attitude adopter, d'une attente, plusieurs d'entre vous, d'actualité scientifique, des derniers chiffres concernant la problématique des TCA, donc on en parlera. Parler un petit peu de physiologie, du comportement alimentaire et aussi de la façon dont ça se dérègle pour aboutir au TCA, les liens avec le système digestif, avec le microbiote, avec les neurotransmetteurs. Alors bien sûr, on essaiera de faire ça de façon relativement accessible, hein. Je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences très détaillé. D'abord, je ne serais pas capable, et puis deuxièmement, c'est pas l'objectif, mais de donner quelques bases de repères sur ce qui bouge actuellement dans la recherche sur les TCA. Et puis le dernier aspect, bien sûr, qui nous concerne tous, c'est est-ce que les soins, comment les soins sont-ils organisés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'accès aux soins? Qu'en est-il des réseaux de professionnels, des appuis aux associations, etc. Pour que le truc soit un peu interactif, j'ai j'ai inséré au fil du topo un certain nombre de questions plus spécifiques que vous aviez posées. Donc, ça va nous permettre peut-être d'éclairer un petit peu les sections. Il y a une section un peu générale. Ensuite, on verra des spécificités des trois grands types de TCA. Puis, on reviendra à des considérations un peu plus générales sur les mécanismes et sur l'organisation des soins. Voilà. Donc, j'espère qu'on couvrira assez bien comme ça le sujet, qu'on anticipera pas mal de réponses à vos questions, mais on pourra compléter la discussion, effectivement, évidemment, à différents moments. Hein. Alors, on ne peut pas échapper, je vais vous la faire simple, mais à quelques points de repère de classification et d'épidémiologie, c'est-à-dire de fréquence des maladies, d'outils de dépistage, et on va donc commencer par ça. Alors, les TCA, bien sûr, le réflexe classique, c'est penser à anorexie mentale, hein, c'est vrai, ça existe toujours, hélas, mais il faut bien comprendre qu'il y a à peu près trois grandes familles de TCA avec des comportements différents et des niveaux d'IMC, d'indice de masse corporelle différents. Mais il y a des caractéristiques communes. La caractéristique commune, c'est que dans tous les TCA, il y a une sorte d'envahissement mental des pensées autour du poids, de la nourriture, en excès ou en défaut, mais ça, c'est très transversal. À gauche, vous avez en rouge la forme classique des troubles restrictifs, des TCA restrictifs, c'est l'anorexie mentale, on va la décrire. La caractéristique, c'est la dénutrition, plus ou moins sévère. À droite, vous avez un cercle vert qui entoure l'hyperphagie boulimique et toutes les variantes de troubles compulsifs. Les TCA compulsifs, eux, ils sont caractérisés par une tendance au surpoids, à l'obésité, plus ou moins sévère. Et puis au milieu, en bleu, on a les troubles mixtes, dont le chef de file est la boulimie, et on verra qu'il y a des variantes. Et la caractéristique visuelle, si on peut dire, c'est que ça ne se voit pas, parce que l'IMC est normal. D'accord? Donc, trois grandes catégories, restrictives, compulsives, et au milieu, les troubles mixtes. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail de la définition actuelle des troubles restrictifs. Alors, pour ce qui est de l'anorexie mentale, on a trois critères qui ont été redéfinis il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Le premier critère, en résumé, c'est la dénutrition, donc avoir perdu au moins 15% de sa corpulence, donc un IMC inférieur à 85% de la normale.
En gros, inférieur à 18,5, voire inférieur à 15. Hein, voilà. Deuxième critère, c'est la peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. Et ce critère, il est quasi permanent. Vous voyez, plus des trois quarts du temps. C'est très envahissant, très obsessionnel. Et puis le troisième critère, donc le poids ou la forme du corps sont des éléments importants de l'estime de soi. Donc il y a un surinvestissement de l'estime de soi autour des questions de poids et de forme du corps. Il y a deux sous-types d'anorexie mentale, la forme restrictive pure et la forme mixte, dans laquelle il y a ce qu'on appelle des comportements compensatoires, c'est-à-dire le plus souvent des vomissements ou éventuellement des abus de laxatifs. L'anorexie mentale atypique, c'est la même chose, simplement la perte de poids est plus faible. Et puis, je voudrais insister sur un point d'actualité sur les TCA restrictifs, qui est la définition et la meilleure connaissance maintenant d'une maladie un peu bizarre comme nom qu'on appelle ARFID. Alors, ARFID, c'est un acronyme anglais qui se traduit en français par un trouble restrictif et sélectif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont éliminées de l'alimentation. L'alimentation est très sélective, éventuellement toujours un peu monotone. Et donc, ça aboutit à une dénutrition, comme dans l'anorexie mentale, mais la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de déformation de la perception de l'image corporelle, il n'y a pas de dysmorphophobie, et il n'y a pas non plus de peur de reprendre du poids, mais les patients n'y arrivent pas et donc ils sont dénutris. Voilà pour les TCA restrictifs. Passons maintenant à la catégorie au milieu des TCA mixtes. Alors, la boulimie, petite remarque, certains parlent de boulimie vomitive, c'est pas tout à fait juste. On parle de boulimie. La maladie, c'est la boulimie qui est faite de crise boulimique. Voilà. Et la crise boulimique, donc, c'est une ingestion massive de nourriture, rapide, intense, perte de contrôle, etc., avec un comportement compensatoire derrière. Et pour parler d'une boulimie typique, il faut qu'il y ait au moins 4 crises par mois pendant 3 mois consécutifs. Donc, c'est quelque chose de répété. C'est pas un vomissement en passant. Hein. Et puis, il y a toujours cette notion obsessionnelle sur le poids, la forme corporelle qui impacte l'image et l'estime de soi. La boulimie atypique, c'est la même chose, mais avec moins de crises, 2 crises par mois. Et puis, là, encore une actualité sur la classification. On commence maintenant à s'habituer à repérer ce qu'on appelle les comportements de purge, les conduites de purge. C'est finalement le besoin irrépressible de se faire vomir ou de prendre des laxatifs ou de faire de l'hyperactivité physique, même après des repas normaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de crise à proprement dite, mais il y a des conduites de purge. Et ça, c'est assimilé maintenant un peu à la famille de la boulimie. Le troisième grand groupe, souvenez-vous, qui est à droite hein, de l'axe d'IMC, c'est les troubles compulsifs. Alors, il y a des mots plus ou moins synonymes qui circulent. Hein. Hyperphagie, normalement on doit dire hyperphagie boulimique, c'est la traduction française correcte du binge eating disorder en anglais. Hyperphagie boulimique typique, ce sont des grosses crises de consommation alimentaire, des très grosses compulsions en dehors des repas sans comportement compensatoire. Donc forcément, il y a une prise de poids. On parle aussi d'hyperphagie nocturne, night eating disorder, qui est donc une grosse crise de compulsion au milieu de la nuit ou en fin de soirée. Et puis, il y a des formes variées de troubles compulsifs qu'on appelle atypiques. C'est par exemple le fait de grignoter un peu plus que la normale, hein, de craquer de temps en temps sur la nourriture. Ça peut être aussi une hyperphagie au moment des repas. Et puis, il y a souvent un petit peu de tout, un peu pendant les repas, un peu en dehors des repas. En tout cas, la caractéristique commune donc des troubles compulsifs, c'est la prise de poids et l'apparition rapide d'un surpoids ou d'une obésité. Souvent, c'est chez des adultes jeunes. Donc voilà, en résumé, vous avez les trois grandes catégories de TCA. À gauche, les restrictifs, à droite, les compulsifs, au milieu, donc les mixtes, et en tout cas, toujours cette dimension obsessionnelle et envahissante. Alors, il y a maintenant un questionnaire très simple pour dépister les TCA. C'est le questionnaire SCOFF. Alors, c'est un acronyme anglais, je vous passe les détails. Alors, notre équipe l'a traduit, adapté en français il y a maintenant une quinzaine d'années et il fait maintenant partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour le dépistage des TCA. Ça repose sur 5 questions auxquelles on répond par oui ou par non. Vous faites-vous vomir du fait d'une sensation de trop-plein? Avez-vous perdu le contrôle des quantités que vous mangez? Avez-vous perdu, on va dire, pas mal de poids dans les derniers mois, donc 6 kilos en moins de 3 mois, ça commence à chiffrer.
La quatrième question, est-ce que vous vous trouvez gros ou grosse alors que les autres disent que vous êtes trop mince? Donc ça, c'est plutôt le côté déformation de l'image corporelle. Et la cinquième, diriez-vous que la nourriture domine votre vie? Là, c'est le côté obsessionnel, envahissant. Et là, on voit bien que cette cinquième réponse, elle est très souvent positive, quel que soit le type de TCA. Et selon que vous avez au moins deux ou plus réponses positives, à partir de deux oui, le TCA typique est probable. On est atypique, donc c'est anorexie, boulimie, mais ça marche aussi sur l'hyperphagie boulimique, à part la question 4 qui est un peu évidemment moins adaptée. Et donc, ce questionnaire est recommandé maintenant par la Haute Autorité de Santé pour le dépistage des TCA. Alors, ce n'est pas du luxe de faire du dépistage parce que vous allez voir sur cette diapo qu'il y en a beaucoup. Et on s'aperçoit dans les études récentes que malheureusement, les TCA sont beaucoup plus fréquents que ce qu'on disait il y a encore 10 ou 20 ans. Notamment, notre équipe a fait pas mal d'études sur la population des 18-25 ans, les étudiants, en utilisant ce questionnaire de dépistage qui ratisse aussi bien les formes sévères que les formes peu sévères, les formes débutantes ou les formes plus évoluées. Et on était à 21% des étudiantes il y a déjà quelques années. Seulement 13% des garçons, mais ça fait déjà beaucoup. Et vous voyez que sur les 21% d'étudiantes, on avait 2% d'anorexie mentale, 7% de boulimie et 12% de autres qu'à l'époque regroupaient les compulsifs et quelques formes atypiques. On a également utilisé ce questionnaire au cabinet du généraliste à plusieurs reprises en faisant des enquêtes pour des gens qui venaient pour une raison XY au cabinet du généraliste en Normandie. On était à 13% des adultes, 2 fois plus de femmes que d'hommes. Et malheureusement, une fois sur 4 seulement, le TCA était connu du généraliste avant de faire le dépistage. Donc là, on voit bien l'enjeu, sous-diagnostic alors que c'est des maladies fréquentes. Alors ça, c'était en Normandie. Qu'est-ce qu'on sait des TCA en France? Alors, on a peu de données très récentes. Les données les plus récentes dont on dispose datent de 2018, mais elles sont tirées des données de la cohorte Nutrinet Santé de 2014. Donc, vous voyez, c'est des chiffres qui ont quand même 10 ans. C'est la réalité d'il y a 10 ans. Eh bien, il y a 10 ans, sur près de 50 000 personnes interrogées, on avait 14% de tests de dépistage positifs, là encore 2 fois plus de femmes que d'hommes. Et on a retravaillé ces données avec un outil qu'on a développé depuis qui permet de sélectionner un peu le type de TCA probable. Et on voit bien que, comme attendu, c'est les compulsifs de très loin les plus fréquents, suivis par les boulimiques et suivis par les restrictifs. Vous voyez que finalement, intuitivement, quand on parle TCA, on a tout de suite, et c'est logique quelque part, parce que c'est l'historique de la connaissance des TCA, on a le réflexe anorexie mentale, qui existe évidemment beaucoup, mais la boulimie est plus fréquente que l'anorexie mentale et les troubles d'hyperphagie boulimique, les troubles compulsifs, sont encore bien plus fréquents que les deux premiers. Et puis, il y a ceux qu'on n'arrive pas à classer, évidemment. Donc, ça nous donne une estimation en population adulte française, probablement aux alentours de 13% sur les données d'il y a quelques années, tout degré de sévérité confondu, encore une fois, et tout type confondu. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du monde? On a tous plus ou moins l'impression, ou parfois beaucoup l'impression, que les TCA ont beaucoup augmenté ces dernières années. Eh bien, la réalité est effectivement qu'ils ont beaucoup augmenté. Ce n'est pas qu'une impression. Il y a quelques années, Marie Galmiche, qui est doctorante, maintenant postdoctorante dans notre équipe, a revu tous les articles disponibles à ce moment-là sur la période 2000-2015 pour étudier la prévalence. Alors, la prévalence, c'est un terme technique qui veut dire quel est le pourcentage de la population qui est atteinte à un moment où on fait l'étude. Eh bien, ce qui ressort de cette étude, c'est que sur les données des années 2000, 2010, 2015, clairement, vous voyez qu'il y avait quand même aux alentours de 8-9% chez l'adulte avec les formes telles qu'on les définissait il y a 15 ans. Un petit peu moins chez l'ado et évidemment on retrouve la moyenne des deux dans une population. Mais le message le plus préoccupant de cet article, c'est que quand on compare la prévalence dans les années 2000, 2005, 2010 environ, 2015 environ, vous voyez, eh bien, on passe de 4 à 6 et à 8%. Donc, la prévalence des TCA chez l'adulte dans les pays différents qui ont été évalués a doublé entre 2000 et 2015.
Certains pays comme le Japon, qui en avaient quasiment pas il y a 30 ou 40 ans, maintenant font partie des pays les plus touchés. Toutes les formes ont augmenté, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Alors, qu'est-ce qu'il en est en France? Eh bien, malheureusement, on a du souci à se faire et ben, alors, si on est là, c'est qu'on se fait du souci par rapport aux besoins de prise en charge et aux difficultés de trouver des solutions. Effectivement, depuis la pandémie Covid, tout le monde a observé une augmentation des TCA et nous l'avons chiffré avec notre équipe de recherche en utilisant là encore le même outil dans la même population d'étudiants, dans la même région avec le même outil depuis 2009, 12, 15, 2018 et 2021. Et voyez à gauche pour les femmes ou à droite pour les hommes qu'on a malheureusement une très forte augmentation durant ces dernières années et ça correspond bien à ce que tout le monde a observé un petit peu partout. On pourra discuter des facteurs, mais en tout cas, c'est la réalité. Et il ne faut pas oublier qu'en parallèle, et évidemment, il y a un lien entre les deux, puisque les TCA compulsifs sont les plus fréquents. En parallèle, on a observé depuis une vingtaine d'années une très forte augmentation du pourcentage de population adulte française touchée par l'obésité, puisqu'on est passé de 8% à 17% en 2020. Le surpoids est à peu près stable aux alentours de 30% de la population. Et le total des deux, bah forcément, ça fait 47%. Donc, ça veut dire que près de un Français ou Française sur deux est touché par l'obésité en 2020, l'obésité ou le surpoids, pardon, donc l'excès de poids. Hein, puisque vous savez que le seuil pour parler d'obésité, c'est à partir de 30 d'indice de masse corporelle. Vous voyez que le nord de la France, alors pas de chance hein, pour nos amis de Charlotte Ensemble à Lille, ou pas de chance pour les Normands et pour les gens du nord-est, ces trois grandes régions sont les plus touchées de France par l'obésité. C'est un peu moins pire dans le midi. Donc, en résumé, on voit que 20 à 25% des Français ont soit un TCA, soit une obésité, soit les deux. Parce qu'évidemment, selon le TCA dont on parle, notamment chez l'adolescent ou l'adulte jeune, où on va avoir beaucoup d'anorexie, un peu de boulimie et où les troubles compulsifs commencent à se développer, on a surtout des TCA sans obésité et un peu de TCA avec obésité et quelques obésités sans TCA. Et à l'âge de la maturité, à 30-40 ans, eh bien là, on a beaucoup, beaucoup de troubles compulsifs qui font le lit de l'obésité. Donc, on trouve ce chiffre de 17% d'obésité en France, qui est très lié pour une bonne part à un trouble compulsif. Et puis, il y a évidemment quelques autres TCA qui n'ont pas une présentation d'obésité. Donc, en résumé de cette première partie, bah, les TCA, c'est fréquent, hein, clairement. Vous voyez, aux alentours de 13% chez les adultes, tout stade, encore une fois, et toute forme confondue. Hein. Alors, je sais que ça surprend parfois ces chiffres-là parce qu'on est resté un peu avec les chiffres de l'anorexie mentale chez l'adolescent d'il y a 10-20 ans. Hein. Ces chiffres ne sont plus d'actualité parce qu'ils ont explosé aussi chez les ados. Et ce qui a beaucoup explosé, c'est la boulimie et l'hyperphagie boulimique, surtout parce qu'on ne les dépistait pas très bien il y a 20 ans, que la classification était moins précise. Donc, ils sont fréquents, ils sont sous-diagnostiqués. Il y a beaucoup plus de formes débutantes, frustes, ce qu'on appelle atypiques, c'est-à-dire moins évidentes visuellement. Hein, et c'est justement l'intérêt de les dépister. On individualise maintenant deux nouveaux types de TCA dont on parlait peu il y a quelques années, les ARFID, donc qui sont des TCA restrictifs sans perturbation de l'image corporelle, les conduites de purge, qui sont une forme un peu dérivée de la boulimie, et puis, les compulsifs sont de très loin les plus fréquents, bien plus fréquents que les mixtes ou les restrictifs, et rendent compte, au moins en bonne partie, de la forte augmentation du surpoids et de l'obésité. Bah, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut y penser, parce que c'est fréquent. Il faudrait faire du dépistage plus précoce. Trop souvent, les patients sont pris en charge à un stade avancé de la maladie. L'idéal serait de faire de la prévention. Alors, il y a quelques principes de prévention utiles. Hein. Bien sûr, une bonne éducation alimentaire qui ne soit pas non plus du terrorisme sur le bien manger et la peur panique de l'obésité. Hein. Il faut trouver le juste milieu. Prévenir les stress de la vie, vaste débat. On ne peut pas toujours. Travailler sur les déformations ou la perception erronée de l'image corporelle. Là, il y a des pistes intéressantes. Et en tout cas, si on dépiste, si on trouve un cas de TCA, le mieux, c'est d'intervenir le plus tôt possible et d'aller vers des prises en charge globales et de ne pas rester tout seul dans son coin avec juste une personne qui fait ce qu'elle peut.
Donc voilà un petit peu pour cette mise en jambe, si je puis dire, sur la classification et les principaux chiffres concernant la fréquence des TCA, la prévalence des TCA. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on revoie un peu chacun des grands types, un par un, et puis en ciblant un peu les questions que vous avez posées, auxquelles je vais répondre au fil de l'exposé. Alors, donc, le premier groupe de pathologies dont on va parler, c'est l'anorexie mentale et ses variantes de TCA restrictifs. Alors, il y a pas mal de questions qui sont venues sur est-ce que l'anorexie de la petite enfance existe? Ben, la réponse est oui, elle existe, hein. Alors, on a parfois un peu du mal à faire la différence entre des troubles de l'oralité, ce qui est un peu différent, et l'anorexie mentale proprement dite, prépubère, qui malheureusement est en forte expansion et dans laquelle il y a vraiment déjà des perturbations de l'image corporelle. Comment aider mon enfant à guérir? Ça, on en reparlera un petit peu dans tout ce qui est un peu attitude générale d'accompagnement. Est-ce qu'il y a des causes génétiques à l'anorexie? Je vais vous répondre par oui. Une problématique particulière liée à l'association diabète de type 1 TCA, on y reviendra à la fin. Comment faire comprendre à quelqu'un qui est dans le déni qu'il y a un TCA? Bon. Et puis, qu'est-ce que ça devient à long terme? Je vais vous donner quelques éléments sur le devenir et le pronostic. Et qu'est-ce qu'on fait dans les situations complexes hein, d'une anorexie ancienne avec un refus de soins, des longues hospitalisations? Alors, disons-le tout de suite, cette situation-là, malheureusement, elle est difficile. Elle existe, elle est heureusement relativement rare, mais elle est parfois très compliquée. Et je dirais, on a toujours encore des ressources. Et la première des ressources, c'est de ne jamais lâcher, de ne jamais abandonner les patients et de garder le contact, de les accompagner et d'essayer au moins de faire de la réduction de risque. Je vous remontre juste la définition de l'anorexie mentale, hein, les trois critères qu'on a vus tout à l'heure. Pour passer, je dirais, au mode de présentation clinique qui, hélas, existe encore. On en voit, nous, en centre spécialisé, hein, tous les mois, voire toutes les semaines, malheureusement, des cas évolués. Alors là, c'est classiquement plutôt une jeune fille de 16-17 ans, mais on voit des tableaux comme celui-ci à 30 ou 40 ans, hein. Et donc, on ne va pas faire tous les détails des atteintes des différents organes, parce que là, il n'y a rien de très nouveau, hein, c'est classique, on trouve ça partout, mais bon, on voit bien que c'est une maladie complètement globale, hein. Tout est touché de la tête aux pieds, tous les organes sont atteints de façon plus ou moins sévère, et un des organes qui est particulièrement atteint, c'est le cerveau, hein, avec des troubles du jugement, perturbations du raisonnement, de l'anxiété, de la dépression, des idées suicidaires, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, de l'anxiété, des difficultés de concentration. Et évidemment, toutes ces atteintes des fonctions cérébrales vont être aggravées en fonction de la sévérité de la dénutrition. Après, voilà, je ne rentre pas dans tous les détails, mais malheureusement, beaucoup de choses peuvent être impactées. Alors, le diagnostic d'une anorexie mentale à ce stade-là, honnêtement, il est simple. On n'a pas besoin d'être spécialiste. On fait le diagnostic de façon assez logique. En gros, tout amaigrissement sévère chez un adulte jeune ou un adolescent, surtout si c'est une femme, 9 fois sur 10, on est quasiment sûr de ne pas se tromper. On va être face à une anorexie mentale avec une large prédominance féminine pour cette forme de TCA qui est bien claire, à peu près 9 femmes pour un homme. Alors, les médecins, normalement, savent se débrouiller pour pas se tromper de cause et pas confondre une anorexie mentale avec une anorexie, symptôme de perte d'appétit secondaire à une maladie chronique. D'abord, c'est généralement pas le même âge du tout, c'est pas le même contexte, et puis il y a toute une série d'éléments cliniques qui permettent de s'y retrouver. Donc, globalement, le diagnostic ne pose pas de problème. Alors, il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques dans l'anorexie mentale? Alors, clairement, oui. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour rechercher des gènes qui augmentent le risque. C'est comme ça qu'on dit, hein, les gènes de susceptibilité. C'est des gènes, si on les a, ça augmente le risque de faire un TCA, en l'occurrence une anorexie mentale, mais ce n'est pas une fatalité, heureusement, hein. Les facteurs génétiques augmentent le risque, mais ne sont pas une fatalité. Et ce qui est nouveau, c'est que dans ces facteurs génétiques qui augmentent le risque d'anorexie mentale, eh bien, on savait déjà qu'il y avait bien sûr des facteurs de risque, c'est ce qui est marqué
psychiatriques là, qui codent pour l'anxiété, la dépression, l'obsession, tout ça, c'était classique qu'il y a une association avec des gènes de susceptibilité d'avoir d'autres maladies de type psychiatrique. Ce qui est plus nouveau ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de gènes aussi qui, eux, sont plutôt responsables de notre métabolisme, de notre corpulence, de notre capacité à faire de l'activité physique ou de réguler l'activité physique, de réguler notre dépense énergétique, notre régulation de la température corporelle. Donc, ce qui fait que maintenant, les généticiens qui travaillent sur l'anorexie mentale parlent d'une maladie métabopsychiatrique, hein. Et ça correspond bien aussi à la vision clinique, qui est de maladie globale, où il y a une dimension psychiatrique, une dimension physique, nutritionnelle, métabolique. Alors, le pronostic, heureusement, c'est beaucoup amélioré. Alors, c'est vrai que ça aussi, c'est des données plus rassurantes des séries, de la plupart des séries récentes. Les séries de patients qui ont été étudiées et publiées, il faut toujours regarder d'où vient le groupe de patients, parce que si ça vient d'un centre de référence où on prend les malades les plus sévères de toute la France, je pense à nos collègues de Garches, Paul Brousse maintenant, eux, ils ont des taux de mortalité malheureusement élevés parce qu'ils récupèrent des patients de toute la France particulièrement graves et qui nécessitent une hospitalisation complète en secteur très spécialisé. Si on regarde les chiffres qui viennent d'équipes qui font plutôt du suivi ambulatoire et en dehors des soins intensifs, forcément les malades sont moins graves et les pronostics est meilleur. Donc si on met tout ça ensemble, en moyenne, on est actuellement à des chiffres qui sont plutôt de 50% de guérison, de 30 à 40% d'amélioration partielle, et puis il reste quand même malheureusement une dizaine de pourcents de cas d'évolution très prolongée. Là, on va parler d'évolution chronique, voire grave. La mortalité a beaucoup diminué. Il y a 20 ans, on disait partout dans les livres de médecine, la mortalité, c'est 10% après 10 ans d'évolution. Heureusement, c'est beaucoup moins maintenant dans la plupart des séries, encore une fois, pas dans toutes. On est plutôt entre 1 et 2-3%, ce qui est encore beaucoup trop, évidemment, hein. Et clairement, le pronostic est lié au délai de prise en charge, à l'IMC plus bas, bien sûr, lors du diagnostic. Plus c'est bas et plus c'est pris en charge tard, moins bon est le pronostic, malheureusement. Il y a des facteurs pronostiques favorables liés au repérage précoce, à une prise en charge active, multidisciplinaire. Le pronostic est meilleur s'il y a plusieurs soignants autour du patient. Les prises en charge ambulatoires, maintenant, on fait la preuve de leur efficacité. Ambulatoire, ça veut dire autrement qu'en hospitalisation complète, hein. Et également, donc, ce qui a changé beaucoup la participation des patients, c'est le relationnel avec eux. Ce qui a transformé le pronostic, c'est la nutrition par sonde. Il y a beaucoup moins de mortalité du fait de la dénutrition et de ses conséquences métaboliques. Et on aura un meilleur pronostic si on arrive à corriger l'IMC, si on accompagne le patient après une éventuelle hospitalisation et si le patient est suivi par un centre spécialisé. Sur les critères de gravité qui doivent faire discuter d'une hospitalisation dans l'anorexie mentale, là, honnêtement, il n'y a rien de nouveau. On est toujours sur les critères de la Haute Autorité de Santé de 2011, qui sont bien pratiques, qui sont connus normalement des professionnels de santé et qui, surtout s'il y en a plusieurs, doivent faire expliquer gentiment mais fermement au patient ou à la patiente que là, ça va plus trop et qu'il faut envisager l'hospitalisation. Du côté des traitements, alors, on est toujours dans une approche symptomatique. On ne connaît pas, mais on va en parler tout à l'heure, mais on ne connaît pas encore très bien tous les détails des mécanismes de la maladie. Donc, on va corriger tous les symptômes. Mais ça en fait beaucoup, donc il y a beaucoup de traitements à mettre en œuvre pour avoir un bon résultat. Ce qui est clair, c'est que, et donc il n'y a pas de traitement de la cause princeps, puisqu'il n'y a pas une cause, il y a un ensemble de causes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, c'est-à-dire que les soignants expliquent la maladie à la personne qui souffre, lui font comprendre qu'il y a un problème. S'il y a un déni, parlons de déni, alors c'est pas tout le temps, heureusement, hein, une grande majeure partie des patients ne sont pas dans le déni, même dans l'anorexie mentale. Par contre, ils sont tous dans l'ambivalence, c'est-à-dire que je veux bien me soigner, mais me soigner, ça me fait peur, parce que je sais que pour me soigner, il faut reprendre du poids. Or, par définition, reprendre du poids, ça me fait peur.
Donc, il y a un peu de flottement, j'y vais pas. Et donc, le travail dans ce cas-là, aussi bien des proches que des soignants, et les associations peuvent aider, c'est de renforcer la motivation des personnes qui souffrent d'anorexie mentale, leur expliquer la maladie, les rassurer sur le fait qu'on ne va pas leur faire prendre 15 kilos en 3 semaines. Donc, dédramatiser cet aspect de la prise en charge nutritionnelle pour établir un climat de confiance et avoir envie d'avancer pas à pas ensemble. Malgré tout, on ne va pas se voiler la face. La renutrition, la prise de poids sont incontournables si on veut sortir de l'anorexie mentale. Donc, il faut trouver le juste équilibre dans la communication pour expliquer qu'il faut y aller, mais qu'on va y aller doucement pour rassurer et diminuer un peu la peur de prendre trop de poids. Et puis, il y a plein de symptômes, vous avez vu, de la tête aux pieds. Donc, il y a plein de petits traitements utiles, des choses simples, mais utiles pour améliorer. Puis, il faut traiter ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les pathologies associées, notamment si elles soient physiques ou psychiatriques. Il faut s'inscrire dans la durée, ça ne se règle pas en 15 jours, c'est clair. Donc, il faut de la patience, il faut de l'accompagnement du patient, de sa famille, de ses proches, un accompagnement social aussi, lutter contre la stigmatisation, vaste débat, essayer de limiter les conséquences négatives de la prise en charge. Donc tout ça, ça se fait au mieux, à chaque fois qu'on peut, par une équipe spécialisée multidisciplinaire qui associe les différentes compétences. Mais on sait bien que malheureusement, il n'y en a pas toujours assez. Alors, la renutrition dans l'anorexie mentale, qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans? Pas grand-chose. Ce qui est clair, c'est que de plus en plus, partout, on utilise la réalimentation orale à chaque fois que c'est possible, donc avec des diététiciens formés, du conseil personnalisé, de la rééducation pas à pas. Donc, c'est pas le bulldozer, mais il faut y aller pas à pas en fonction de ce qui arrive à passer, diversifier, réintroduire les aliments. Les compléments nutritionnels, ils n'ont rien de bien nouveau. Ils sont utiles, mais on sait très bien qu'ils ne sont jamais pris complètement. Mais ce n'est pas grave, ce qui est pris est pris. Et puis, je le disais tout à l'heure, la nutrition entérale par sonde, c'est vraiment un des progrès thérapeutiques majeurs des 20 dernières années, qui a été de la rendre beaucoup plus accessible, de la dédramatiser. Elle ne doit jamais être sous contrainte, sauf dans des cas totalement exceptionnels en réanimation. Elle est expliquée, accompagnée, encouragée, déstigmatisée. Une sonde, ça fait pas mal. C'est acceptable largement autant et c'est moins risqué qu'une perfusion. Simplement, il faut la faire avec du bon matériel et avec une équipe qui a l'habitude. Voilà. On va utiliser tous les petits plus, les vitamines, les oligoéléments, le phosphore, le magnésium. C'est toutes les petites choses qu'on rajoute en plus de la renutrition pour que tout se passe bien sur le plan métabolique. On y va progressivement, on monte par étapes. Et on ne doit jamais, ça c'est pas nouveau non plus, jamais faire de nutrition par voie intraveineuse dans l'anorexie mentale. Et puis il y a tout un travail de réacclimatation avec de lien avec l'alimentation qui est fait quand on peut par des professionnels sur les courses alimentaires, la cuisine thérapeutique, etc., quand l'environnement le permet. Alors sur les traitements associés, c'est du classique, tous les petits trucs pour faciliter le transit, pour améliorer la digestion, les supplémentations en vitamines en tout genre. La seule chose qui est vraiment maintenant de plus en plus utilisée, qui est classique, mais qui était trop peu utilisée, c'est d'utiliser certains antidépresseurs. Pas n'importe lesquels, il faut rassurer par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées sur les psychotropes. Les gens, on ne peut pas leur en vouloir, ils mélangent un peu les antidépresseurs, les antipsychotiques, les anxiolytiques. Bah, forcément, c'est un peu spécialisé. Donc, il faut que les médecins expliquent clairement, simplement, qu'on va utiliser que certaines molécules qui sont intéressantes parce qu'elles diminuent l'anxiété, elles diminuent la dépression, elles diminuent les obsessions et les phobies. C'est typiquement des molécules toutes simples comme la sertraline qui agit sur la sérotonine et qui sont un bon traitement aussi des TOC et de la dépression. Et puis, le reste, il y a des choses qui sont utilisées plutôt en deuxième ligne par les spécialistes. On travaille beaucoup sur le corps maintenant, sur l'activité physique adaptée, et puis avec une dynamique d'objectifs partagés, de progression pas à pas, de remotivation, avec l'intérêt des psychothérapies de soutien et des psychothérapies d'orientation comportementale. Également, il y a beaucoup de travaux sur la remédiation cognitive qui permet de
refaire fonctionner le cerveau un petit peu mieux après une grosse période de dénutrition pour permettre de retrouver ses capacités. C'est une sorte de gymnastique cérébrale. Et ce qui a beaucoup changé, c'est les contacts avec l'entourage, l'accompagnement, le soutien, voilà, pour faire participer les proches dans la plupart des équipes maintenant à la prise en charge, pour les déculpabiliser. Alors, ça peut être des thérapies familiales au sens strict, des thérapies multifamiliales ou simplement des entretiens d'accompagnement, de soutien et d'explication. Alors, si je reprends vos questions sur l'anorexie mentale que je mentionnais tout à l'heure, alors, l'anorexie de la petite enfance, honnêtement, c'est pas mon domaine de spécialité, donc, mais j'ai quelques points de repère. Ça existe, c'est clair. Que faire? Bah, il faut y penser et faire le diagnostic, donc en demandant à des pédiatres, des pédopsychiatres, parce que c'est pas toujours évident comme diagnostic. C'est un peu compliqué la prise en charge. Heureusement, il y a maintenant des recommandations, enfin pas tout à fait des recommandations, mais un programme national de dépistage et de soins pour l'anorexie de la petite enfance. Il y a quelques centres spécialisés en France, pas beaucoup. Et donc, pour aider, eh bien, il faut la première chose, la plus importante en tant que famille, proche, bénévole d'une association, c'est être là. La première façon dont on aide, c'est de jamais lâcher, d'être là, d'être présent, d'accompagner, d'expliquer, de soutenir. Ça paraît peu de choses, mais c'est hyper important. Un mot sur l'association diabète de type 1, trouble du comportement alimentaire, en l'occurrence anorexie, mais il peut y avoir d'autres TCA associés au diabète de type 1. C'est malheureusement un problème en pleine augmentation. On a des chiffres qui montrent que le diabète de type 1 augmente, que les TCA en général, l'anorexie mentale en particulier, augmente, et donc on se retrouve de plus en plus avec l'association des deux. Donc c'est compliqué, il faut vraiment une équipe spécialisée parce qu'il faut jongler entre deux écueils et puis surtout ne pas renforcer le risque de TCA en ayant un discours un peu inadapté sur l'alimentation au cours du diabète de type 1, trop sévère, trop rigide, etc. Le déni, on en a parlé. Alors, le long terme, on en a parlé. Alors, les séquelles, la réinsertion. Alors, on fait quand même beaucoup de progrès maintenant dans la réhabilitation psychosociale et ça doit faire partie de la prise en charge, de s'intéresser aux conséquences sur la scolarité, sur l'insertion professionnelle, sur la famille, sur la fertilité. Et donc, toutes ces raisons-là poussent à faire de l'ambulatoire à chaque fois qu'on peut, donc limiter la fréquence des hospitalisations et la durée des hospitalisations à chaque fois que c'est possible pour ne pas trop sortir la personne confrontée de sa vie normale, personnelle, familiale, professionnelle, scolaire. Alors, les séquelles qui peuvent rester au bout d'un certain temps dans les formes très évoluées, très sévères, et effectivement, l'anorexie ancienne, là, il ne faut pas se voiler la face. On peut avoir quand même des atteintes de tous les organes qui, à la longue, deviennent vraiment problématiques. Par exemple, l'atteinte osseuse, ça ne se voit pas, mais une ostéoporose chez une femme de 30-35 ans qui a 20 ans d'anorexie, malheureusement déjà en souffrance, on sait que ça peut devenir un vrai gros problème. Donc, ben, quand on en est à ce stade-là, au moment de la prise en charge, ben, on fait le maximum pour limiter les risques et quand même améliorer la qualité de vie. Mais évidemment, la solution, c'est de prendre en charge plus tôt. Peut-être, si vous voulez bien, puisque Mathilde a la main sur le chat, on peut ouvrir ici s'il y a quelques questions complémentaires spécifiques sur l'anorexie mentale avant de passer à la boulimie. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions qui ont été posées dans le chat. Est-ce qu'on autorise aussi des prises de parole par main levée ou uniquement des questions dans le chat? Ben, peut-être pour l'instant, on continue. À ce moment-là, Ok, s'il n'y en a pas d'autres, et puis on reviendra open bar pour toutes les questions, je dirais en vrac à la fin, à ce moment-là, où on ok, essaie je de prends. rester un peu focalisé pour l'instant par section. Donc, on va parler maintenant de boulimie. Alors là, on n'a pas eu beaucoup de questions Alors, spécifiques. Pierre, du Oui. coup, tu favorises ça parce que ça y est, il y a des questions qui arrivent où tu Ah bon, préfères, bah alors, du coup, allez, qu'on vas-y, passe à... allons-y pour le chat. Allons-y pour le chat. Du coup, alors, la première question, je comprends pas exactement ce que ça veut dire. Besoin de prendre de la distance pour le patient. Qu'est-ce Alors, que, oui, si la personne qui a posé la question, alors, je crois que je vois à peu près. ouais. Prendre de la distance, c'est-à-dire avoir un peu de critique par rapport à l'envahissement de la maladie.
essayer dans un cerveau qui souffre, d'une personne qui souffre d'anorexie mentale, il y a une zone du cerveau qui bug, comme disent les jeunes, hein, qui déforme l'image corporelle, qui envoie de l'angoisse, de la phobie, etc. Et heureusement, on a une zone du cerveau devant qui fonctionne encore pas trop mal, qui résonne, qui revient sur des idées logiques, sur des faits. Et donc, quand on travaille sur le plan cognitivo-comportemental, on fait appel justement à cette partie de cerveau qui, heureusement, fonctionne encore plutôt bien pour se raccrocher à des faits objectifs, des chiffres d'IMC par exemple, la palpation d'un corps dénutri, les conséquences négatives de la maladie, etc., qui permettent de critiquer et de prendre du recul par rapport aux messages obsessionnels erronés qu'envoie, je dirais, le cerveau anorexique, pour faire simple. Hein. Et donc, ça participe aussi un peu de la lutte contre le déni, hein, et d'essayer aussi de se libérer un peu de la maladie pour penser à autre chose dans la vie, donc freiner un peu l'envahissement obsessionnel pour pouvoir réinvestir aujourd'hui et maintenant, hein, c'est toute l'approche pleine conscience, pour retrouver une envie de vivre, une qualité de vie qui ne soit pas trop envahie, contaminée par la maladie. Ok, merci. Ensuite, une autre question sur l'impact des réseaux sociaux sur l'anorexie mentale. Alors ça, c'est une très bonne question et c'est une vraie catastrophe. Alors sur l'ensemble des TCA, hein, mais peut-être c'est encore plus marqué. Alors pour info, c'est un sujet qui est en pleine explosion du point de vue recherche, hein. Notre équipe de recherche et d'autres, avec des collègues du Havre, on a présenté toute une série de travaux au dernier congrès de nutrition là-dessus. Clairement, en résumé, l'usage intensif ou la fréquentation intensive des réseaux sociaux est globalement très défavorable à la santé, notamment à la santé mentale, et notamment est corrélé à un risque augmenté de troubles du comportement alimentaire. Hein. Il y a beaucoup de publications sur ce sujet ces dernières années, ça c'est vraiment un sujet d'actualité. Nous avons publié plusieurs papiers là-dessus. En gros, exemple, sur YouTube, une journée dans mon assiette, les repas qui sont présentés, c'est quasiment tous du restrictif, de l'hypocalorique, du carencé en plein de choses. Sur Instagram, sur les posts marqués healthy, donc alimentation saine, euh, c'est du grand n'importe quoi, soit en restrictif, soit en excessif, bizarrement, un peu de junk food aussi. Donc, clairement, et puis il y a toutes les influences pro-ANA qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a des défis, des challenges à celle qui aura la taille la plus mince ou qui aura la distance entre les cuisses la plus grande. Enfin, on voit tout et n'importe quoi. Malheureusement, il n'y a pas de modération, hein. Il va y en avoir de moins en moins, donc c'est un vrai gros souci. Ensuite, y a-t-il un lien entre l'anorexie mentale sévère et la polyarthrite? Alors, il y a un lien, il y a un peu plus de risque quand on a une anorexie mentale d'avoir différentes maladies auto-immunes qui font intervenir un dérèglement de l'immunité. C'est pour ça aussi qu'on pense qu'il y a par exemple plus de diabète de type 1. Il y a aussi plus de maladies de système, euh, lupus, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, etc. Donc, alors, quand je dis un peu plus, c'est pas monstrueux comme sur risque, mais quand même, il y a une augmentation du risque d'avoir des maladies impliquant un dérèglement de l'immunité. Ensuite, faut-il pousser, voire forcer mon enfant à manger? Ah, vaste débat. Alors, qu'il faille l'encourager, le réconforter et le soutenir s'il a des freins dans l'alimentation, oui. Alors, le forcing alimentaire, en général, ça marche pas, hein. C'est parfois même contre-productif. Alors après, il faut essayer de comprendre quand il y a un frein. Est-ce que c'est vraiment un TCA proprement dit, avec de la peur, de l'angoisse, donc là on va être plus dans la réassurance. Est-ce qu'il y a éventuellement des troubles digestifs qui freinent la prise alimentaire, parce que c'est très fréquent
que l'enfant se freine de manger parce qu'il a peur d'avoir mal au ventre ou qu'il a peur de vomir. Il y a des cas de ce qu'on appelle d'émétophobie, de peur phobique de vomir et qui préfère ne pas manger pour ne pas risquer de vomir. Ou alors des constipations sévères qui déclenchent beaucoup de douleurs après chaque repas et donc forcément ça coupe un peu l'envie de manger. Donc voilà, il faut analyser un petit peu tout ça. Il faut rappeler avec, bien sûr, affection et bienveillance que c'est important de ne pas être dénutri. Euh, En général, on recommande d'être, je dirais, une douce fermeté. Alors, c'est une expression bizarre, hein, mais douce fermeté, ça veut dire on est bien au clair sur le fond et en même temps, on est sans arrêt dans une certaine, je dirais, compréhension pour les freins qui sont dans la tête, quoi. Ok. Alors, ensuite, on a une question qui concerne les contrats de poids et le fait que comment font en gros les services qui les utilisent dans le cas où on a des patients anorexiques sans IMC en dénutrition. Donc, pourquoi jouer pour entrer ou sortir en hospitalisation sur le poids alors que ça reste une maladie mentale? Ah. Vaste débat. Alors, plusieurs points dans la question. Premièrement, s'il n'y a pas de dénutrition, c'est que ce n'est pas une anorexie mentale. Parce que par définition, dans l'anorexie mentale, il y a une dénutrition. Donc, il y a d'autres TCA sans dénutrition qui peuvent nécessiter une hospitalisation, notamment la boulimie, par exemple, hein. Deuxièmement, s'il y a une dénutrition plus ou moins sévère, clairement, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas guérir durablement d'une anorexie mentale sans corriger la dénutrition, au moins en grande partie, même si on reste un peu mince. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que après, c'est comment on atteint cet objectif de renutrition. Et on arrive là à la notion de l'utilité ou pas du contrat de poids. Alors, disons-le, ça reste un sujet de débat entre professionnels, hein. Il y a eu un fort courant en faveur des contrats de poids il y a quelques décennies. Il y a eu des théories et il y a encore des collègues, notamment plus dans la médecine de l'adolescent, qui pensent que ça peut être bien d'avoir une certaine pression, pour pas dire coercition, sur les patients pour les faire progresser. Euh, ils ont quelques raisons pour ça, on va dire. Bon, moi, je vais pas tourner autour du pot. Personnellement, on est assez nombreux, notamment en médecin d'adulte, à considérer que, sauf exception très particulière, la règle doit plutôt être l'alliance thérapeutique et le projet personnalisé de soins plutôt que le contrat de poids. Alors, c'est pas que des mots différents, c'est un esprit. C'est-à-dire que alliance thérapeutique et projet de soins personnalisé, c'est quelque chose qui est défini ensemble avec le patient et qui est plus d'une stratégie de pas à pas, progression d'une semaine sur l'autre. On fait ce qu'on peut pour avancer dans la bonne direction, plutôt qu'un contrat de poids qui en général fixe au départ un objectif à X kilos ou X d'IMC et qui est un peu un objectif, je dirais, dans l'absolu. Et j'ai vu parfois des choses un peu surprenantes où finalement il manquait encore 300 grammes, donc alors on garde les patients encore 3 semaines pour 300 grammes. Ce qui, quand on pense aux précisions sur la pesée, fait un petit peu, c'est un peu sourire, quoi. Donc, euh, honnêtement, là, je suis transparent avec la personne qui pose la question. Moi, je pense que le contrat de poids, majoritairement, peut représenter plus un stress qu'une aide. Mais le débat reste ouvert. On a trois questions encore, je te donne Ouais, maintenant. vas-y. Ok. Alors, ordre. Oui, la question est sur les comportements de scarification dans la maladie. Alors, en général, là, c'est typiquement des éléments de gravité, de sévérité qui, en général, vont avec une comorbidité psychiatrique plus importante, troubles anxieux généralisés, attaques de panique, voire troubles psychotiques débutants ou en tout cas ou troubles de personnalité. Enfin voilà. Donc ça, c'est un indicateur qu'il faut vraiment là une évaluation psychiatrique et une prise en charge prenant en compte tout ça, quoi. Ensuite, est-ce qu'il y a des conseils spécifiques pour l'anorexie chez une senior, plus de 75 ans?
Alors, ben, on est clairement dans une maladie évoluée ancienne, hein, c'est-à-dire que si on parle bien d'anorexie mentale, qui est là depuis peut-être 20, 30, 40, 50 ans, et non pas d'une anorexie liée à l'âge ou liée à un Alzheimer débutant ou à un cancer évolutif. Mais si on, moi, j'ai déjà eu en charge des patientes de 72 ans avec une anorexie sévère et on a déjà réussi à réverser l'anorexie, même à un âge avancé, après 50 ans d'évolution. Alors, ce n'est pas la règle, hein, soyons bien clairs, mais dans ce cas-là, on fait de l'accompagnement, on fait de la réduction de risque et on dialogue avec la patiente ou le patient pour dire, bon, qu'est-ce que quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce qui vous gêne? Sur quoi on peut essayer d'avoir une marge de manœuvre, je dirais, réaliste pour réduire votre risque voilà, de complications? Ensuite, on a une question sur les pesées et sur la personne s'interroge sur savoir si c'est productif durant les soins d'avoir des pesées systématiques du malade au quotidien, le Alors, matin en hospitalisation, puis en libéral par le médecin Alors, nutritionniste. au quotidien, honnêtement, je pense que ça sert strictement à rien, puisque les variations pondérales, elles se font pas en 24 heures, hein, sauf s'il y a des œdèmes comme ça qu'on fait fondre. Mais bon, c'est une situation très rare. Je trouve qu'une pesée en ambulatoire, une pesée tous les 15 jours ou toutes les 4 semaines, ça suffit tout à fait. Ça permet de voir un peu une tendance, on va dire, à la hausse ou à la baisse. Et en hospitalisation, souvent, on fait une fois par semaine et ça suffit bien. Il faut éviter de réactiver à chaque fois l'angoisse et de renforcer les obsessions. Moi, je dis souvent aux internes dans le service, il ne faut pas être plus obsessionnel que les patients. Il ne faut pas que les soignants soient plus obsessionnels que les patients. Et c'est la dernière, est-ce que on est obligé de manger davantage par rapport aux autres pour guérir? Alors, c'est un bon point. Et malheureusement, la réponse est plutôt oui. Parce que je explique souvent ça, dans l'anorexie mentale, le rendement, l'efficacité de la renutrition est malheureusement moins bon que dans d'autres maladies ou dans d'autres cas de dénutrition. Bon, d'abord, c'est l'anorexie mentale qui fournit les situations les plus sévères de dénutrition chez des gens jeunes qui sont encore en vie. Si on a un cancer à 30 ans, on n'arrive jamais à 13 d'IMC, malheureusement, parce qu'on meurt avant de l'évolution du cancer et que la dénutrition très sévère témoigne d'un cancer très, très sévère. Dans l'anorexie, ça peut descendre très bas et être compatible, heureusement, avec la survie, parce que ça descend quand même relativement progressivement et l'organisme s'adapte. Et malheureusement, pour remonter quand on est à 13 ou 14 IMC, par exemple, voire plus bas, pour remonter, il faut énormément de calories, de protéines, de micronutriments, etc., parce que le rendement n'est pas bon, le métabolisme ne fonctionne pas bien. Sans rentrer dans les détails, les organismes de ces personnes sont des passoires thermiques, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de mal à maintenir la température corporelle, et pour rester tant bien que mal à entre 36 et 37 degrés, il faut énormément de chaleur, donc énormément d'énergie. Et l'énergie qui est dissipée pour maintenir la température corporelle, bah, elle n'est pas stockée. Et donc, on a du mal à refaire de la corpulence, à reprendre du poids lorsqu'on est très dénutri, parce qu'on perd beaucoup d'énergie, parce que plusieurs métabolismes, plusieurs mécanismes hormonaux fonctionnent moins bien. Et donc, malheureusement, la pauvre personne qui a une anorexie sévère, elle a la double peine, enfin, ou la triple peine, parce qu'en plus, même en faisant des efforts pour manger un peu plus, bah, le rendement n'est pas bon. Donc, la progression du poids est laborieuse. Donc, ça peut être parfois un peu décourageant, voire créer des situations de conflit avec les équipes soignantes qui disent, bah alors, vous avez triché, vous n'avez pas tout mangé. Si, si, je vous assure, j'ai pas tout mangé, j'ai tout mangé, j'ai rien jeté, je vomis pas, mais je fais ce que je peux, mais ça progresse pas. Il y a une véritable résistance à la renutrition chez certains patients. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser la nutrition entérale et les compléments nutritionnels pour contourner l'obstacle. Et c'est tout pour le moment. Eh bien, parlons un peu de boulimie. Alors, on a eu deux questions, bon, qui sont les questions clés, hein. Alors, qu'est-ce que la boulimie vomitive? Bon, bah, ça, je vous ai dit tout à l'heure. On ne doit pas dire normalement boulimie vomitive, on doit dire boulimie tout court, c'est-à-dire qu'il y a des crises avec des purges, des vomissements, des laxatifs, ou alors on parle d'hyperphagie boulimique si on est devant un trouble compulsif et donc il n'y a pas de vomissement par définition.
Voilà, donc ça c'est vu. Comment arrêter les crises? Ben, on va en parler. Alors, la définition, vous vous souvenez, 4 crises par mois pendant au moins 3 mois, donc on passe. Alors, la boulimie, est-ce que ça se voit sur le plan physique? Ben non. Le plus souvent, ça ne se voit pas. Ce qui est d'ailleurs une vraie souffrance pour les patients, hein, parce qu'ils disent, bah oui, mais moi, ça se voit pas que je suis malade, je fais mes crises dans mon coin, je me cache, j'ai honte, je culpabilise, mais ça ne se voit pas. Donc, les patients qui souffrent de boulimie, en général, ils ne consultent pas pour ça. Ils ont beaucoup de culpabilité, ils vont consulter pour dire, je suis fatigué, je me sens pas très bien, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai des remontées, ils vont dire des remontées plutôt que de dire des vomissements parce qu'ils ont du mal à en parler. Alors, il y a beaucoup de troubles digestifs, de constipation, parfois des histoires de prolapsus rectal, de choses comme ça. Et puis, le mode de révélation bruyant de la boulimie, c'est le malaise sur la voie publique, parce que la personne est déshydratée, elle a une chute de tension, et elle arrive aux urgences en disant, tiens, c'est bizarre, pourtant, à voir comme ça, elle a l'air en bon état nutritionnel. Et en fait, on s'aperçoit que le potassium est très bas, que les prises de sang sont pas bonnes sur l'hydratation. Et là, on regarde et puis on voit pas grand-chose. Parfois, on voit les glandes salivaires qui sont gonflées, hein, les parotides ou les sous-maxillaires. Il y a souvent des troubles du cycle chez les femmes. Puis quand on pose des questions sur le poids, on s'aperçoit que souvent ça monte, ça descend. Donc la corpulence est à peu près normale, mais elle est pas très stable. Mais encore une fois, ça ne se voit pas. Donc, ça veut dire qu'il faut y penser. Et penser à la boulimie, c'est y penser quand il y a des troubles qu'on voit souvent en cas de boulimie. C'est par exemple une femme qui a des troubles digestifs, des troubles endocriniens, des troubles gynéco, des troubles du cycle, ou qui vous raconte qu'elle ne se sent pas bien dans son image corporelle, qui se sent décalée par rapport à une corpulence apparemment normale, mais qu'elle ressent comme excessive. Donc, il y a une dysmorphophobie. Et donc, bah, il faut effectivement tendre la perche, arriver, et ça, on peut le faire en famille, parmi ses proches ou dans le cadre associatif, d'expliquer qu'on peut entendre qu'il y a des crises boulimiques, qu'il y a des vomissements, que c'est pas une honte d'en parler, que c'est une maladie, etc. Une fois qu'on a, j'irais, tendu la perche et que la personne a réussi à exprimer avec douloureusement ses crises et ses purges, à ce moment-là, bah, on fait une évaluation des comorbidités psychiatriques, on fait un bilan sanguin, ça c'est très important dans la boulimie, avec une obsession qui est la chute du potassium et puis éventuellement l'anémie, parce qu'il y a un risque cardiaque en cas de déshydratation et de chute du potassium importante. Alors, le pronostic de la boulimie, heureusement, il s'est beaucoup amélioré aussi, hein, depuis une vingtaine d'années. On a beaucoup plus de rémissions complètes. La mortalité existe toujours, malheureusement. Elle est surtout liée aux chutes du potassium qui provoquent des arrêts cardiaques ou au suicide, qui est malheureusement une réalité. Alors là encore, hein, plus on prend en charge tôt, mieux c'est. Et puis on reverra tout à l'heure ce qui est les formes de passage. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a demandé dans les questions d'amont, qu'est-ce qu'on fait pour supprimer les crises? Alors, il n'y a pas un traitement des crises de boulimie, mais il y a plusieurs moyens thérapeutiques. Le premier moyen thérapeutique déjà pour éviter l'arrêt cardiaque, c'est le potassium. Hein, je l'ai dit 3 fois, mais c'est hyper important donc d'expliquer aux patients qu'il faut limiter les risques en prenant des gélules de potassium après chaque vomissement pour au moins limiter l'impact. Après, il y a un travail qui peut être fait de restructuration alimentaire. Donc, on va lutter contre la restriction qui est souvent derrière la boulimie. On va restructurer les repas, expliquer que pour éviter de faire des crises, il ne faut pas se restreindre toute la journée parce que sinon on fait une crise en fin de journée, etc. Donc, un travail de rééducation alimentaire. Le deuxième outil thérapeutique majeur, qui est malheureusement encore trop souvent sous-employé parce que méconnu, c'est l'intérêt d'un traitement médicamenteux simple. Et ça, c'est dans les recos de 2019 sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Hein. C'est la fluoxétine ou la sertraline à forte dose. Donc, c'est des antidépresseurs tout à fait classiques qu'on connaît depuis 30 ou 40 ans, qui marchent très bien. Alors, quand on dit très bien, c'est 60% de très bons répondeurs, 20% de moyens répondeurs et 20% de pas répondeurs du tout, malheureusement, comme toujours en médecine. Mais quand même, 60% de gens qui sont franchement améliorés, ça vaut vraiment le coup. C'est bien toléré, c'est simple à manipuler, ça n'entraîne pas de dépendance et ça ne fait pas grossir. Voilà, pour déminer
les quatre réticences qu'on observe fréquemment. Donc, on va traiter l'angoisse, les obsessions avec les mêmes molécules en général. C'est rare qu'on ait besoin d'un anxiolytique en plus. Et puis, le troisième levier de traitement des crises de boulimie, c'est la psychothérapie comportementale. Ça marche bien. On a à peu près les mêmes taux de réponse qu'avec les médicaments. Donc, si on peut faire les deux, c'est encore mieux. Le petit inconvénient de la psychothérapie comportementale, bah, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui est formé, puis ça prend du temps parce qu'il faut pas mal de séances et éventuellement ça prend pas mal de sous si c'est une psychologue en libéral. Voilà. Et finalement, on hospitalise assez peu dans le domaine de la boulimie. On va réserver l'hospitalisation complète au cas où vraiment la prise en charge ambulatoire que je viens de décrire ne suffit pas. Et dans ce cas-là, on utilise volontiers la nutrition par sonde en continu pour faire un sevrage des crises, un peu comme on dirait, on met un patch de nicotine pour faire un sevrage du tabac, c'est un peu la même idée. On maintient une dose de nourriture en continu à petit débit, comme ça l'estomac s'habitue et se déshabitue de vomir. On relance le transit dans le bon sens, et puis petit à petit, après, on réintroduit l'alimentation. Alors voilà, il y a une question qui est arrivée en plus là, cet après-midi, que j'ai rajouté in extremis. Compulsion et addiction, quel lien? Alors ça fait déjà presque le pont avec l'hyperphagie boulimique, hein, parce que compulsion, bah, c'est la première étape de la crise de boulimie. Et crise de boulimie, c'est une grosse compulsion, une ingestion massive de nourriture avec une purge derrière, alors que dans l'hyperphagie boulimique, il y a les compulsions ou les gros repas et il n'y a pas les purges. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec l'addiction? Eh bien oui, on va en parler tout de suite. Clairement, les TCA, d'ailleurs, en général, hein, sont vraiment considérés de plus en plus comme étant des addictions, c'est-à-dire des dépendances. Parce que finalement, ce qui est très addictif, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser au poids, à l'image corporelle. Alors, soit pour fuir l'alimentation parce qu'on a peur de grossir, c'est dans l'anorexie, soit parce qu'on a besoin d'une dose, on a un craving, un besoin de consommer la nourriture. Ça, c'est plutôt dans la boulimie ou l'hyperphagie boulimie. Donc, il y a un côté très addictif. Et ce qui est caractéristique aussi de l'addiction dans les TCA, c'est quelque chose qui pourrit la vie, hein, qui envahit, qui perturbe la qualité de vie au quotidien, qui gêne dans les activités quotidiennes, qui empiète sur la vie personnelle, familiale, professionnelle, qui a des conséquences très négatives. Et ce qui est caractéristique aussi de l'addiction, c'est qu'on a besoin d'augmenter la dose, c'est-à-dire que c'est toujours plus. Et on voit bien, hélas, que certaines personnes qui souffrent d'anorexie mentale sont tellement envahies par les obsessions et la peur de grossir qu'elles ont l'impression qu'il faut aller toujours plus loin vers la perte de poids, vers la dénutrition. Et inversement, du côté de la boulimie ou de l'hyperphagie boulimique, pour retrouver l'impression de shoot, hein, c'est vraiment un mot de toxicomane, hein, mais le shoot de la compulsion alimentaire, dont on explique maintenant qu'il excite certaines zones du cerveau, hein, fait libérer de la dopamine dans certaines zones du cerveau, eh bien ce shoot, si on veut retrouver l'impression fugace d'être détendu, de se faire entre guillemets du bien, il faut aller toujours plus loin, toujours plus fort. Et ça, c'est très caractéristique de l'addiction. Et donc, il y a pas mal de communautés de fonctionnement entre les addictions aux produits classiques, alcool, tabac, cannabis et autres, et les addictions comportement alimentaire. Et on retrouve certains mécanismes similaires. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ce que je vous disais tout à l'heure sur la sertraline, la fluoxétine, c'est des grands classiques utilisés dans les addictions pour réduire un peu l'obsessionnalité et essayer de limiter la compulsion, c'est-à-dire la consommation du produit. Alors, ça ne suffit pas, hein, mais ça peut être un peu utile. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées sur la boulimie? Oui, et alors du coup, il y a aussi d'autres questions qui sont arrivées sur l'anorexie. Est-ce qu'on les garde pour la toute fin du coup pour pas tout Oui, mélanger? on y reviendra après. Ça marche. Et du coup, pour la boulimie, bah, il y en a une seule autre qui est arrivée, qui est, mais je pense qu'on l'a déjà pas mal répondu, qui était quels sont les dangers des vomissements provoqués suite aux crises de boulimie. Alors, il y a les dangers, on l'a bien dit, liés à la déshydratation, à la chute du potassium. Ça, c'est clairement un risque vital. Il y a d'autres dangers, heureusement souvent moins vitaux, mais quand même qui peuvent être très embêtants.
c'est par exemple les enjeux de déchirure du bas de l'œsophage à force de vomir, avec des risques d'hémorragie digestive, parfois même de perforation de l'œsophage ou de l'estomac. Bon, c'est rare, mais ça existe. Et puis, à force de pousser pour se faire vomir, on peut vraiment s'abîmer le bas de l'œsophage, avoir une hernie hiatale qui s'agrandit, avoir beaucoup de reflux après. Et puis, à force, on a l'impression qu'aussi les estomacs finissent par plus trop savoir de quel côté il faut se vider. On peut se retrouver avec des gros troubles de la vidange de l'estomac, des troubles du transit intestinal, parce que l'intestin est un peu tiraillé entre je reçois des grosses quantités de nourriture, je me vide, etc. Il y a deux autres questions qui sont arrivées après. La boulimie est-elle souvent la suite d'une anorexie ou y a-t-il ou y a-t-il et anorexie et boulimie en même temps? Et ça va aller dans la continuité de la suivante qui est pourquoi certaines anorexiques alternent avec la boulimie et pas d'autres. Alors, alors effectivement, il peut y avoir des formes de passage, c'est pas systématique. En général, les personnes qui sont touchées uniquement par l'anorexie restrictive pure, sans conduite de purge, en général restent dans le mode de fonctionnement restrictif pur. Par contre, on a une autre fraction importante des patients souffrant d'anorexie qui ont une forme mixte, c'est-à-dire avec des purges, avec ou sans crise boulimique. Donc, on parle d'anorexie mixte. Et là, effectivement, la frontière avec la boulimie peut devenir très ténue parce qu'il suffit que l'IMC remonte à 17,5, 18 et on est pratiquement à un IMC de boulimie. Et parfois, il n'y a plus de frontière entre les deux. Et on a parfois des patients qui ont commencé leur TCA, pas exprès, hein, mais chez qui le TCA a commencé par de la vraie boulimie, qui parfois font des virages restrictifs temporairement ou mixtes, ou qui évoluent parfois vers l'hyperphagie boulimique. On ne sait pas très bien pourquoi, ça peut glisser de l'un à l'autre, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même des fonctionnements mentaux qui ont une certaine similitude, hein. Le côté obsessionnel, l'angoisse, la peur sur l'image corporelle, sur la nourriture ou sur le poids, finalement, tout ça, on le retrouve un peu dans les trois grands TCA. Et après, ça peut basculer d'une forme à l'autre. Voilà. Et puis c'est bon pour le moment. Très bien. Eh bien, on va parler un petit peu d'hyperphagie. Alors, il y a eu quelques questions autour de l'addiction alimentaire, donc je l'ai évoqué à l'instant. Peut-on sortir de l'enfer de la bouffe? Les liens avec l'addiction, on l'a dit. Quelle prise en charge de l'hyperphagie boulimique? On va y venir. Et puis, est-ce qu'il y a une place pour le Wegovy, qui est le nouveau traitement de l'obésité? Alors donc, dans les troubles compulsifs, vous vous souvenez, c'était à droite du schéma le grand rond vert avec un IMC plutôt en surpoids ou obésité. Il y a la forme typique, il y a les formes atypiques. Voilà. Alors, comment ça se présente? Ben, le plus souvent, les gens viennent, ils disent ben, j'ai pris du poids. Hein, ce qui les préoccupe et ce qui est visible et mesurable, c'est la prise de poids, le surpoids, l'obésité ou des complications. Et c'est en discutant qu'on va retrouver souvent une histoire de yo-yo, d'obésité qui s'aggrave rapidement, qui redescend, du régime, je reponte, je rechute, etc. Et puis finalement, 10 ans après, j'ai pris 20 kilos. Donc ça, c'est très évocateur d'une hyperphagie boulimique, d'un TCA compulsif. On va rechercher, souvent il y a de la tachyphagie. Alors vous connaissez la tachycardie, hein, quand le palpitant va un peu trop vite. Ben, la tachyphagie, ça veut dire manger beaucoup trop vite, hein. On est toujours le premier à terminer, on ne peut pas s'empêcher de manger très vite. Alors, lorsque l'hyperphagie est en dehors des repas, donc la vraie hyperphagie boulimique typique, les grosses compulsions, ça se repère très facilement. Quand c'est au moment des repas, notamment chez les hommes qui en font plus facilement de l'hyperphagie au moment du repas, pendant les repas prandiales, c'est-à-dire pendant les repas, dans ce cas-là, ça peut passer un peu inaperçu, ça peut être banalisé. En pratique, cliniquement, c'est des gens qui sont en excès de poids. Alors, c'est une obésité. Elle peut être un peu plus dans le ventre, une obésité viscérale, un peu plus sur les fesses, les cuisses, ou un peu des deux. Il n'y a rien de très spécifique. Il y a très souvent beaucoup de troubles digestifs, comme dans tous les TCA. On peut avoir assez fréquemment et précocement des apnées du sommeil, un syndrome d'apnée du sommeil, même s'il n'y a pas encore de diabète, hein. Souvent, le foie est surchargé en graisse, c'est ce qu'on appelle la stéatose, mais pas trop grave. Le diabète, en général, il n'y en a pas.
Hein. Dans l'hyperphagie boulimique, à 25, 30, 40 ans, en général, il n'y a pas de diabète. Le cholestérol, les triglycérides sont parfois un peu élevés, mais enfin, c'est pas le problème, quoi. L'hypertension artérielle non plus, il n'y en a pas encore. C'est pas comme dans l'obésité de la maturité à 50, 60 ans. Par contre, ce qu'il y a beaucoup en lien avec l'hyperphagie boulimique, c'est de la dépression, de l'anxiété, des co-addictions, hein, par exemple des achats compulsifs, des consommations d'alcool en même temps que les compulsions alimentaires ou d'autres produits, ou de l'automédication avec des anxiolytiques, des choses comme ça. En tout cas, comme dans tous les TCA et comme dans toutes les addictions, il y a un retentissement personnel, familial, professionnel. Alors, le pronostic, il est très variable et il est un peu moins clair parce qu'en fait, au fil des années, les classifications ont changé et probablement, c'est pas pareil entre une hyperphagie boulimique très intense, typique à 20 ans, avec des grosses comorbidités psychiatriques, ou une hyperphagie prandiale à 40 ans dans un contexte de, je sais pas, de licenciement, de passage à vide, on va dire. C'est pas du tout les mêmes malades et c'est pas le même pronostic. Heureusement, il y a moins de mortalité que dans l'anorexie et la boulimie, mais ça s'étale beaucoup plus dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à une hyperphagie boulimique? Ben, déjà, poser le diagnostic, c'est hyper important. Parce que autant tout le monde a plus ou moins entendu parler d'anorexie mentale, voire de boulimie, autant l'hyperphagie boulimique, c'est un diagnostic, un nom de maladie qui commence à être connu, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'en ont jamais entendu parler, y compris dans les soignants. Hein. Donc, expliquer que c'est un diagnostic, que c'est une forme de TCA, que ça se soigne, que c'est addictif, mais qu'on peut faire quelque chose, c'est déjà hyper important. Alors, c'est une maladie globale, hein, comme tous les TCA. Il y a une dimension psy, il y a une dimension nutritionnelle, donc il faut une prise en charge globale. Et puis, ce qui sera important, c'est de faire le lien avec les stress de la vie, hein, souvent des stress majeurs. Et les piliers, c'est un peu comme pour la boulimie, rééducation alimentaire, hein, donc qualitative et quantitative. Alors là, on va faire en plus de l'activité physique adaptée parce que c'est important pour retrouver une certaine autonomie fonctionnelle dans les gestes du quotidien. Sevrer les co-addictions quand il y en a, accompagner toujours. Et puis, on va retrouver les antidépresseurs qui agissent sur la sérotonine, hein, comme la fluoxétine, qui a aussi un bon intérêt dans l'hyperphagie boulimique, qui va être utilisé aussi pour traiter l'anxiété, les obsessions. Alors, fluoxétine ou sertraline, ça marche à peu près de la même façon. Les psychothérapies, notamment comportementales, à chaque fois qu'on peut. Et puis, alors, surtout pas de chirurgie. Hein. Surtout pas de chirurgie. C'est pas parce qu'il y a une obésité à 40 qu'il faut opérer quelqu'un qui a une hyperphagie boulimique. Tant que l'hyperphagie boulimique est active, qu'elle n'est pas soignée, qu'elle n'est pas traitée, qu'elle n'est pas stabilisée, surtout pas de chirurgie de l'obésité. On surveille, on travaille, et puis au bout de quelques temps, on en rediscute. Voilà. Et donc, la question qui arrive là, que je reprends, c'est la place du Wegovy. Alors, le Wegovy, c'est le nom commercial d'un médicament qui est sorti cet automne, hein, en octobre 2024, qui s'appelle le semaglutide, qui au départ était connu pour le traitement du diabète sous le nom de Ozempic, qui maintenant a donc un nom différent et un dosage différent pour traiter l'obésité. C'est, disons-le tout de suite, pas remboursé, hein, pour l'instant, on verra plus tard. Donc, c'est une vraie limite à l'utilisation. Ceci étant, tous les collègues euh, qui traité des patients obèses, et nous, on en fait partie avec le Wegovy, ont bien constaté que ça marchait pas mal sur l'hyperphagie. Ça marchait pas mal, hein, sur l'hyperphagie boulimique. Mais l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, normalement, on ne l'utilise pas pour traiter l'hyperphagie boulimique, mais pour traiter l'obésité. Alors, on joue un peu sur les mots, hein, mais c'est comme ça. Donc, pour l'instant, on est content qu'il soit là, mais on peut quand même pas l'utiliser beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, sur la présentation, c'est plutôt une remarque qui est que les hyperphagiques mentent sur leur addiction, leur TCA et leur TCA pour avoir le droit à la chirurgie bariatrique tant le désespoir est grand. Hélas, c'est pas faux. Alors, je ne sais pas si le terme de mentir est
je dirais, complètement adapté parce que c'est un peu culpabilisant, hein. C'est un jugement moral. Mais effectivement, il peut arriver que des patients sous-déclarent leurs troubles compulsifs alimentaires de peur d'être récusés pour la chirurgie bariatrique. Ce qui malheureusement est quand même trop souvent plutôt le cas, c'est que le chirurgien bariatrique qui a absolument envie d'opérer préfère ne pas poser la question. Comme ça évite d'avoir la réponse. Et malheureusement, on voit quelques catastrophes. Mais Alors, effectivement, parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus que la chirurgie qui peut quelque chose pour moi. Ben non, c'est pas une bonne réponse à un vrai problème. alors, pour les questions là sur la partie qui vient d'avoir lieu, c'est bon. Et j'en récolte d'autres sur les parties d'avant. Donc, D'accord. tu me donneras le timing. Ouais. Bah écoutez, moi je suis intarissable, hein, je peux tout jusqu'au milieu de la nuit, mais il faut peut-être qu'on reste raisonnable. Alors, un petit mot sur les formes de passage, mais j'y ai fait allusion tout à l'heure en réponse à une question. Donc, on peut voir un petit peu tout. Et justement, ce qu'on voit pour faire le pont avec la question sur la chirurgie bariatrique, c'est que des gens, parfois, ont fait de la boulimie à 20 ans, de l'hyperphagie boulimique à 30 ou 40 ans, ont atteint un stade d'obésité pour lesquels une chirurgie bariatrique a été pratiquée à tort ou à raison, souvent à tort, et parfois font des virages restrictifs après la chirurgie de l'obésité, perdent énormément de poids et font des complications de dénutrition après chirurgie bariatrique, ou au contraire, ça se passe plutôt bien pendant 1 ou 2 ans, et puis 1 ou 2 ans plus tard, l'hyperphagie boulimique réapparaît, ils reprennent du poids et ils sont très déçus, évidemment, d'avoir repris pas mal de poids, et il y a un peu la double peine, quoi. Donc, en tout cas, méfiance et vigilance suivie au long cours parce que ce genre d'évolution existe. Alors, dites-nous simplement comment vous voyez les choses, parce qu'il y a eu beaucoup de questions et c'est super, c'est fait pour ça. Là, je suis aux 2 tiers, presque aux 3 quarts du topo. Il y a une partie qui est plus mécanisme de la maladie, c'est un peu plus scientifique, on n'est pas obligé de la faire. On peut la garder pour une autre fois. Et puis, sinon, après, j'ai une petite section je dirais de récapitulatif où on parle un peu plus organisation des soins, des choses comme ça. Donc, je sais pas, la Vox Populi, est-ce que tout le monde est encore là? Parce que moi, je vois pas le nombre de participants. Ou est-ce Euh, que les gens commencent à trouver qu'il est tard? non, non, on a tout le monde. On a presque perdu Alors, personne. est-ce que les Là, participants j'ai, veulent s'exprimer dans le chat? On dit, c'est un peu au stop ou encore, si je puis dire. Euh, sachant que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions en attente. 8 questions en attente, oui, déjà. Hmm. OK. Maintenant 9. Bon, bah écoute, ce que je propose à ce moment-là, pour rester plus, pour coller aux attentes, c'est qu'on va prendre les questions. Et puis on verra où on en est, parce qu'il y en a peut-être encore d'autres qui vont arriver. Puis je propose que de toute façon, au plus tard à 22 heures, on s'arrête, hein, raisonnablement, parce que voilà, de toute façon, on verra comment on s'organise si on veut refaire un topo complémentaire un peu plus tard. Ouais, c'est pas, il n'y a pas de problème, hein. Alors on y va pour les questions qui restaient en suspens. On reprend. Bon, il y a des personnes qui étaient partantes pour la partie scientifique. On verra, il y aura d'autres occasions de toute manière. C'est pas la dernière. Voilà. Avec la FNR-TCA, il va toujours se passer quelque chose, hein. Voilà, exactement. Alors, du coup, est-ce qu'on repart sur les questions plutôt sur l'anorexie ou là on fait celles qui sont plutôt dans la lignée Voilà, restons plutôt sur l'élan hyperphagie boulimique, et puis on reviendra à l'anorexie à la fin. Ok, alors on a une question pour plutôt côté boulimie sur la question de comment gérer la boulimie avec un emploi. Doit-on en parler? Doit-on considérer cette maladie comme un cancer et concevoir des rendez-vous médicaux en semaine malgré un emploi? Alors, bon, d'une manière générale, je pense que les pathologies des collaborateurs ne regardent pas l'employeur, quelle qu'elle soit, hein. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut, mais enfin, l'employeur n'a pas à connaître les problèmes de santé de son employé.
À la rigueur, on peut signaler qu'on est en RQTH si c'est le cas. Voilà. Bon, si on a besoin d'un emploi du temps aménagé, d'un temps partiel thérapeutique, on en parle avec le médecin du travail, avec son médecin spécialiste ou son médecin traitant qui fait le certificat ad hoc. Et voilà. Donc, même s'il y a, je dirais, heureusement, beaucoup de patrons et de patronnes bien intentionnés et bienveillants, il faut quand même se protéger et garder le principe d'une certaine confidentialité. Voilà, à chaque fois que c'est possible. Bon, je pense que c'est mieux. Après, bien sûr, il est légitime de se soigner bah, aux heures où on peut se soigner. Donc ça peut se négocier. Dire j'ai un rendez-vous médical, est-ce que je peux décaler 2 heures, les rattraper à un autre moment. Enfin voilà, on n'a pas besoin de donner de détails. Et puis je dirais euh, voilà, je crois que c'est bien de garder ce principe-là d'une manière générale. Alors, ensuite, ensuite, on part sur les questions qui étaient peut-être plus proches de ta partie scientifique et qui sont peut-être plus en lien sur ta spécialité du microbiote, qui sont en lien avec les neurotransmetteurs. Hmm. Oui, alors celle-là, je l'avais vu. Donc, alors, en gros, c'est vrai que pour résumer en 2, 3 mots, ce qui aurait pu prendre 20 minutes, il y a de plus en plus d'éléments dans la littérature scientifique, énormément de publications qui mettent le microbiote intestinal en particulier comme un acteur de la santé en général. C'est vrai en particulier sur la santé mentale, les neurorégulations, etc. Et c'est particulièrement vrai pour les troubles du comportement alimentaire, puisqu'on a de plus en plus d'arguments pour penser que certains facteurs liés au microbiote participent, alors ce n'est pas le seul facteur, hein, mais participent aux horloges, on va dire, au bon fonctionnement de notre comportement alimentaire, en plus du rôle de l'intestin lui-même, puisque depuis 20 ans, on sait que l'estomac, l'intestin grêle, le côlon produisent des hormones et des signaux nerveux qui contribuent à expliquer au cerveau ce qu'il faut faire. Hein, et puis le cerveau après fait son boulot pour manger, ne plus manger, etc. Et on a découvert depuis 10-15 ans que le microbiote jouait aussi un rôle en plus du tube digestif lui-même, qu'il y a des facteurs, il peut y avoir des hormones ou des protéines ou des neurotransmetteurs produits par le microbiote qui vont agir sur l'intestin ou même directement sur le cerveau et vont participer à renforcer le besoin de manger ou surtout renforcer la satiété. Il y a beaucoup plus de preuves sur le renforcement de la satiété que sur le renforcement de l'appétit. Ça rendrait service de temps en temps de pouvoir renforcer la prise alimentaire, mais ça marche moins bien pour l'instant. Donc voilà, il y a beaucoup de recherches là-dessus. La preuve de concept est faite que le microbiote joue un rôle, qu'il se dérègle et qu'il faut probablement chercher à le régler dans la prise en charge, mais c'est encore du domaine de la recherche. Pour l'instant, il y a très peu d'implications pratiques pour aujourd'hui de ce rôle du microbiote, mais c'est un sujet qui est en pleine évolution. On a maintenant un groupe d'équipes de recherche au niveau national qui travaille là-dessus et qui, voilà. Donc, moi, je pense que dans les 3 à 5 ans qui viennent, on aura des réponses plus précises sur qu'est-ce qu'on peut faire en prenant en compte le rôle du microbiote. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne à manger, on rééquilibre l'alimentation et en rééquilibrant l'alimentation, d'une certaine façon, on rééquilibre le microbiote, mais ça ne va pas très vite. Ok, alors je vais vérifier si les questions sur le microbiote sont toutes répondues. En tout cas, on ne traite pas aujourd'hui, et encore pour quelque temps, on ne traite pas les TCA par le transfert de microbiote fécal. Hein. Il y a quelques études en cours, mais c'est absolument pas un traitement de routine. Voilà. Ok, alors je pense que ça doit aller sur les neurotransmetteurs. Alors il y avait une question, oui, fabriqué par le microbiote, ou c'est ça. Ok. Euh, Alors, comme il y a eu beaucoup de questions qui se sont succédées, il faut que je retrouve le début. Microbiote, microbiote, c'était.
Séquence D. Ok. Sur les conduites de purge, il y avait une remarque sur aussi les complications dentaires liées Absolument, très bonne au remarque. Je ne l'ai vomissement. pas mentionné, mais c'est important de le rappeler. La boulimie fusille quand même beaucoup les dents après quelques années d'évolution, hein, malheureusement. Et après, ça coûte très très cher en soins dentaires. Et ensuite, je pense qu'on va repartir sur des questions qui sont plus orientées sur les troubles restrictifs. Euh, je revérifierai tout après, mais je pense qu'on est bon. Ok, donc je repars d'en bas du coup. Alors il y a une question qui peut concerner un peu de manière transversale tous les TCA. Y a-t-il souvent une période où le souffrant veut couper les ponts avec tous les soins et voir sa famille, tant la charge mentale amenée par cela est trop lourde? Comment garder le lien avec la personne souffrante? Est-ce que c'est fréquent cette pause dans les soins? Alors, c'est un bon point. Euh, c'est heureusement pas trop fréquent parce que ce serait encore plus compliqué, mais ça peut arriver. Alors après, il faut se poser deux questions dans ces cas-là. C'est soit la personne en souffrance avec son TCA désespère un peu que le système de santé puisse faire quelque chose pour elle. Ça, c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle parce qu'il y a eu des déceptions, ça s'est mal passé ici ou là, on n'y croit plus, enfin, ou alors ça a clashé, enfin voilà. Donc, et là, je pense que il faut que de temps en temps le système de santé se remette en question. Qu'est-ce qu'on a loupé avec ce patient-là ou cette patiente-là? Bon, alors c'est pas forcément le réflexe spontané des soignants de se remettre en question, mais de temps en temps, il faut le faire. Après, si la personne prend de la distance avec ses proches, sa famille, alors ça peut être pour les protéger parfois, parce qu'elle se rend bien compte que le TCA pourrit la vie de la personne qui en souffre et de son entourage, et il ne peut rien, c'est comme c'est une réalité. Je parle souvent des victimes collatérales dans ces cas-là. Mais c'est parfois aussi que la personne en souffrance avec son TCA ne rencontre pas dans son entourage toute la compréhension, la bienveillance et la patience qu'on pourrait espérer. Alors, il y a des moments où c'est un peu usant pour les familles, il ne faut pas se voiler la face. Et puis, malheureusement, il y a quand même un petit nombre de cas, mais qu'il ne faut pas exclure, où c'est une façon de se protéger d'un entourage qui n'est pas bienfaisant, pour ne pas dire maltraitant. C'est la minorité, hein. Pendant longtemps, la caricature, ça a été si votre fille de 15 ans est anorexique, c'est de votre faute parce que la famille ne fonctionne pas, parce que vous êtes méchant, parce que la mère est possessive, le père incestueux, et etc. Enfin, tous les poncifs, si je puis dire, de la famille dysfonctionnelle, alors ça existe aussi, hein, mais heureusement, la majeure partie des familles font ce qu'elles peuvent, elles n'ont rien fait d'extraordinaire. Il faut plutôt les déculpabiliser, mais il y a quand même de temps en temps des patients qui sont confrontés à une incompréhension, voire un rejet de leurs proches et qui ont tendance à se retrouver un peu tout seuls. Et le dernier point, c'est que dans ce cas-là, il faut quand même se méfier qu'il n'y ait pas d'autres facteurs surajoutés, par exemple un trouble du spectre autistique ou des choses comme ça, qui compliquent un peu la prise en charge parce qu'il peut y avoir une difficulté d'entrer en relation avec les soignants ou d'être compris par son entourage. Alors, on a une nouvelle question neurotransmetteur qui est qu'en est-il du neurotransmetteur acétylcholine appelé Aricept? Oula. Alors, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui sert beaucoup sur la transmission au niveau du muscle. Alors, il y a aussi de l'acétylcholine un peu ailleurs, hein, dans pas mal de transmissions neuronales. Et il y a des voies qui ont été explorées pour moduler cette voie de neurotransmission dans un centre de maladies. Alors, il y a des explorations dans le domaine, bien sûr, de la myasthénie, ça c'était à part, de la maladie d'Alzheimer, mais dans l'anorexie mentale, pour l'instant, il y a eu quelques prémices de modificateurs de la transmission cholinergique. Pour l'instant, on est encore très très loin d'une application clinique. Et du coup, dans la continuité des échanges qu'il y a eu sur le microbiote, il y avait une interrogation sur pourquoi ça ne se fait pas en France alors que ça se fait déjà dans d'autres pays comme l'Italie, le Japon, la Belgique ou l'Australie. Qu'est-ce qui ne se fait pas, quoi, le transfert de microbiote?
Oui, je pense. Ah oui. Alors, non, non, ça ne doit pas se faire. Peut-être que ça se fait parce qu'il y a des desperados qui tentent des choses non validées, mais le transfert de microbiote fécal, pour l'instant, il y a deux publications à peu près correctes dans la littérature sur un tout petit nombre de cas. C'est absolument pas démontré que le bénéfice je dirais, pondéré par le risque est acceptable dans le traitement de l'anorexie mentale. Donc, dans le cadre d'une étude clinique, d'un protocole de recherche, pourquoi pas, mais certainement pas comme ça pour voir. Ah, et on trouve toujours des gens qui font n'importe quoi, hein, malheureusement, mais c'est pas raisonnable. Alors, pour remonter du coup aux questions qui portaient plutôt sur les troubles restrictifs et l'anorexie mentale en particulier. Alors, on avait une question sur les cas où en sortie d'anorexie mentale, on constate une prise de poids conséquente. Alors, bah, j'ai laissé à l'écran sans faire exprès la diapo sur les formes de passage et l'évolution pondérale. Il peut arriver en sortie d'anorexie qu'il y ait un virage compulsif. Alors, c'est pas la règle, c'est pas systématique, mais je dirais un patient sur trois ou quatre peut faire éventuellement un virage compulsif. Alors, il faut le gérer, hein. Alors, c'est pas la fin du monde. Il faut essayer de rassurer sur le fait que souvent ce passage compulsif est transitoire, que de toute façon il fallait reprendre du poids. Et donc, dans ces cas-là, souvent on change un peu les traitements médicamenteux pour passer plutôt vers les traitements des compulsions, hein, évidemment. Et puis, on rassure, si jamais on était avec de la nutrition entérale ou des compléments, ben, on diminue évidemment les supplémentations. Et puis, on essaie de gérer ça pour que ça s'emballe pas trop, parce que ça peut être très angoissant pour les patients, donc il faut le gérer. Et puis, malheureusement, une des raisons les plus fréquentes dans le passé de ce genre de virage compulsif, c'était à une époque où on utilisait assez largement certains antipsychotiques comme le tertian, l'oxapac, ou des choses comme ça, ou l'aldol. Enfin, ça s'utilise plus beaucoup, mais parfois ça arrive qu'on en ait besoin temporairement. Et il faut y aller doucement parce que ça peut provoquer des compulsions alimentaires. De la même façon, on utilise de temps en temps, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, que c'est une utilisation de spécialité, on utilise de temps en temps des petites doses d'antipsychotiques comme le Risperdal, le Lanzapine, Zyprexa, etc., pour renforcer l'effet sur l'anxiété du traitement de base. C'est à utiliser avec modération, hein. Il en faut juste ce qu'il faut pour diminuer les angoisses, mais il ne faut pas en mettre trop, sinon ça peut stimuler trop la prise alimentaire et faire des virages compulsifs. Donc là, c'est du doigté, je dirais, dans la gestion des traitements. Et ça rejoint une autre question qui a été posée, qui était sur dans l'anorexie, malgré un IMC correct, est-ce qu'il faut toujours écouter toutes ses envies ou quand même se limiter? Par exemple, si j'ai envie de manger un bol de céréales après un repas complet bien garni avec un dessert déjà, par exemple une glace, est-ce que vouloir remanger ensuite, c'est écouter toutes ses envies mentales sans penser au poids qui aide à la guérison? Ou il faut se dire plutôt non, stop, je me limite, je me restreins de cette envie mentale? Alors, moi, le terme d'envie mentale, là, me paraît être un mot, je dirais, un peu cache-misère. C'est du craving, hein, c'est de la compulsion, un besoin, le craving en anglais, craving, c'est le besoin intense de consommer. J'ai besoin de ma dose. Donc, c'est carrément un ressenti très compulsif auquel, dans la mesure du possible, je pense qu'il est préférable de résister si c'est possible, hein. Et il faut considérer que là, on a des éléments de virage compulsif et que c'est plus une question d'envie alimentaire, c'est une question de besoin de consommer. Donc, il faut parler langage addiction dans ce cas-là. Ensuite, on avait... Ok, du coup, on finit sur le mot addiction. La question d'après, c'était pour l'anorexie, peut-on parler d'une addiction à la perte de poids, au contrôle ou même à l'adrénaline procurée par la perte de poids? Alors oui, il y a beaucoup d'arguments, hein, pour considérer la dimension addictive de l'anorexie mentale.
certaines que j'ai évoquées tout à l'heure à propos de la boulimie qu'on retrouve, c'est-à-dire le côté envahissant, obsessionnel, qui impacte négativement la qualité de vie, hein, et qui a des conséquences négatives pour la santé. Ça fait partie de la définition d'une addiction. Et puis, il y a effectivement une sorte de fascination, hein, pour la maigreur. Certaines études en imagerie cérébrale ont montré que des personnes qui souffrent d'anorexie mentale ont tendance à surréagir dans certaines zones de leur cerveau quand on leur montre des images de minceur. Ça leur libère un peu plus de dopamine dans le cerveau. C'est peut-être aussi parce que, inversement, si elles voient des images plus grosses, ça va avoir des réactions de peur, de phobie, d'angoisse, etc. Et donc, il y a effectivement, on observe au moment de la perte de poids rapide, en particulier plutôt chez les ados, euh, une espèce de frénésie de la perte de poids, d'euphorie, de l'impression de gérer, de maîtriser, d'être se sentir légère, de surpuissance, hein, c'est du dopage. Moi, je parle parfois de dopage à la restriction. Hein, il y a des études qui ont montré qu'il y avait une augmentation de la libération, non seulement de dopamine, mais aussi de certaines endorphines. C'est un peu comme dans l'hyperactivité physique, hein, qu'on voit souvent associée à la perte de poids dans l'anorexie mentale. La défonce dans l'excès de sport a un effet euphorisant, et la restriction à des mécanismes d'adaptation, notamment la gréline, l'hormone de la faim qui est produite par l'estomac, est très augmentée dans l'anorexie mentale, mais sous une forme qui n'est pas très efficace pour déclencher la prise alimentaire, mais qui a un effet un petit peu stimulant et euphorisant sur le cerveau. Et le dernier élément, c'est que dans la restriction, il y a souvent aussi, dans la poussée d'anorexie mentale, il y a souvent aussi de l'insomnie, et une sorte de surstimulation de l'axe de stress et une surstimulation du cortex cérébral par le cortisol, par l'hormone de stress, qui donne l'impression d'être shooté à la restriction, et qui donne l'illusion d'aller mieux que si on mange, parce que quand on mange, il y a un peu la pression qui retombe, et les personnes nous expliquent parfois, ah, je me sens moins bien depuis que j'ai repris du poids, je me sens plus angoissé, j'ai l'impression d'être plus fatigué qu'avant quand j'étais dans la restriction. C'est parce qu'il y a une espèce de retombée de la poussée d'adrénaline et de cortisol. Et donc, c'est un piège, parce qu'effectivement, ça donne l'impression qu'il faut se refaire de nouveau des sensations fortes en repartant dans la restriction. Donc, c'est très addictif. Alors, il, il reste que quelques petites questions. Je voyais une remarque de Joséphine qui disait qu'il allait falloir laisser un peu de place pour conclure à la fin. Absolument. Combien de temps on se fixe encore, Bah, Joséphine? je sais pas, il est moins 10 passé. S'il n'y a plus de questions, moi, je pense qu'on peut en rester Ah, là, et puis il se en, il en reste trois. Après, on peut, je sais allez. pas, non, Alors, quatre, cinq. Voilà, tout arrive. Ah, les questions risquent, les questions risquent de pas s'arrêter. Je pense que oui, oui, bien que Véronique puisse reprendre la main aussi bien sûr, bien sûr. pour. Bien sûr. Alors, vous inquiétez pas, les dernières questions, si on n'a pas la possibilité de les conserver dans le chat, je ne sais pas, Je suis en train de les noter. oui, oui, et puis Véronique aussi. Donc, Voilà. normalement, On répondra en différé. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence nombreuse et le flot de questions. Là, ça prouve il y avait plein d'intérêt pour tout ça. Et donc, je laisse le micro à notre présidente Véronique. Écoutez, bah déjà merci Pierre parce que c'est passionnant et du coup c'est vrai qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps et peut-être que ce sera l'occasion de refaire une autre conférence pour entrer un peu plus dans des détails que tu avais peut-être préparés Pas grave. pour la suite, mais qui donnera l'occasion une nouvelle conférence. En tout cas, ça montre quand même toutes les questions. Au début, il y a un petit peu de gêne peut-être pour les questions, et puis peut-être que les participants attendaient un peu que tu développes, mais il
il y a énormément de questions, qu'elles soient générales ou oui, n'attendons pas trop pour la suite, oui, bien sûr. Euh, les questions sont générales ou très ciblées et on sent qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ça et c'est aussi du coup pourquoi la Fédération nationale des associations liées aux troubles des conduites alimentaires vous a proposé pour cette deuxième année une conférence, c'est parce qu'on est bien conscient qu'on a tous des questions en tant que malades ou accompagnants familiaux ou amicaux. On a tous des questions auxquelles les professionnels de santé, auxquels qu'on rencontre, n'ont pas forcément les réponses et on n'a pas forcément les professionnels de santé qui sont formés ou pas. Et donc, tout ça, c'est des questions qui restent dans le vide pour nous, dans le vague. Donc, merci beaucoup, Pierre. Et Claude, l'année dernière, nous avait régalé aussi. Cette année, c'est toi. Vivement la prochaine. On espère que cette soirée vous a apporté des réponses, certainement aussi encore beaucoup de questions et certainement que pas mal d'entre vous font déjà partie d'associations. Peut-être que certains souhaitent créer des associations et sont venus ce soir aussi pour savoir en quoi ça consistait d'être en lien avec la Fédération nationale des associations, la FNATCA. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure associative, à revenir vers nous en nous envoyant un mail. Vous avez le mail dans la convocation, mais enfin, dans la proposition de cette soirée. Mais elle est facile à retenir, c'est fnatca@gmail.com. On est là pour s'entraider en fait. On est là pour vous aider à développer, structurer, monter vos associations. Si vous le souhaitez, l'idée est d'apporter de l'aide autour de nous, de créer du réseau et avec l'intervention de gens qui s'y connaissent, comme Pierre Deschlottes ou Paul Arnaud ou d'autres. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Sandrine Gavet-Pujol dans l'assistance, qui est une super diététicienne aussi bien connue de la FNATCA. On espère vous avoir donné envie de rentrer dans la vie associative et ça donne du sens en fait à tout ce qu'on traverse en tant que malade ou accompagnant. Ça permet de se dire, bon ben voilà, j'en suis là, j'ai vécu ça, comment je peux aider autour de moi avec ce que j'apprends et donc ce que vous avez appris ce soir, même si ça fait pas de nous des rien. Même si ça fait pas de nous des soignants, hein, on se positionne pas du tout en tant que soignant, mais chaque petite connaissance ou grande connaissance qu'on peut glaner à droite et à gauche, notre objectif c'est de le transmettre et pour qu'en fait ça crée du réseau et c'est ce qu'espère faire et c'est ce que fait la FNATCA à travers ses associations et toutes les personnes qui interviennent bénévolement au sein des associations. Donc voilà, merci beaucoup pour votre participation ce soir. Merci encore Pierre. Et, c'est très intéressant. Je pense que ça va faire réfléchir pas mal autour de tout ça. Et on aura encore certainement beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas parce que ça peut donner des idées pour d'autres conférences. N'hésitez pas à envoyer vos mails, n'hésitez pas à poser vos questions, à dire ben en fait j'ai envie de me lancer dans l'associatif, je sais pas comment. Je suis tout seul, je suis toute seule. Et en fait, on travaille tous en équipe. Voilà. Merci à tous. Merci pour toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette soirée. Merci à tous ceux qui s'impliquent dans les associations sur le national. Et merci aux professionnels aussi qui nous y aident. Et voilà, ne lâchez rien. Que vous soyez malade ou famille, ne lâchez rien. Nous, on ne lâche rien. On est là pour se serrer les coudes et ensemble, on est plus fort. Et voilà. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Et à très bientôt.